cérémonie un peu plus intime que les années précédentes, mais enfin le cœur y est. Et en particulier Cédric n'est pas là, Cédric Villani, président de l'association, et il s'en excuse, il ne pouvait vraiment pas se libérer aujourd'hui. Et il m'a donc chargé de vous dire quelques mots que je vais lire. Chers amis, comme chaque 11 juin, nous nous retrouvons au Père-Lachaise pour cet hommage à Maurice Audin. Étrange date imposée par les événements, ni une naissance, ni une mort, mais la date de son infâme arrestation, chez lui, en ce matin du 11 juin 1957, à l'âge de 25 ans. La date de ses dernières paroles à sa famille, à son épouse Josette, « Occupe-toi des enfants ». Et ses derniers pas dans la lumière des choses, suivant les soldats qui le menaient à la mort. En commémorant ce 11 juin, nous ravivons le souvenir non seulement d'Audin, mais aussi de la folie honteuse qui vit la France enchaîner les injustices sanglantes dans l'espoir vain de s'accrocher à son régime colonial inique. Et chaque année, c'est comme une horloge qui sonne et nous invite à faire le bilan de l'année écoulée et à le partager au fantôme de l'héroïque Audin. Depuis le 11 juin 2024, il y a eu de bonnes et de mauvaises nouvelles. Au rayon des bonnes nouvelles, la confirmation de la reconnaissance scientifique au plus haut niveau de l'action de la famille Audin et de l'association Josette et Maurice Audin pour la coopération scientifique franco-algérienne. En effet, après la signature en mai 2024 de la convention qui officialisait la transformation du prix Maurice Audin, récompensant tous les 2 ans un ou une mathématicienne française, un ou une mathématicienne algérienne, en un prix de l'Académie des sciences auquel était associé le gouvernement algérien ainsi que les sociétés savantes des 2 pays. Après cette signature donc, la remise du prix Audin 2024 en novembre dernier, pour la première fois sous la coupole de l'Institut de France, fut un événement tout aussi fort et émouvant. Les 2 lauréats exposèrent leurs travaux en présence du président et des secrétaires perpétuels de l'Académie, et des professeurs Abderrahmane Yousfat et Aïssa Aïbech, venus spécialement d'Algérie pour représenter leur pays. Faire converger les contraintes des différentes institutions, naviguant entre les différences de culture et les incidents diplomatiques, était un défi, mais c'est sans doute la grande figure d'Audin qui nous a inspirés pour y réussir. L'accueil de la délégation algérienne a été un beau moment de fraternité scientifique. C'était l'accomplissement des dernières volontés de notre ami Gérard Tronel, qui avait tant investi pour mettre sur pied le prix. Et au rayon des mauvaises nouvelles, il y a le climat délétère qui s'est insinué comme un poison dans les relations officielles franco-algériennes au cours de ces 12 derniers mois. En juillet 2024, l'ambassadeur algérien était renvoyé. Depuis, il n'a pas été remplacé, mais en sus, l'escalade des mauvaises relations a mené au renvoi de 12 diplomates de part et d'autre. Si les rappels d'ambassadeurs ont été hélas monnaie courante entre nos 2 nations ces dernières années, cela n'a jamais été avec une si grande intensité. Mais il y a plus grave encore peut-être, le discours public ambiant au sein d'une part importante de la classe politique française s'est déchaîné contre l'Algérie et ses amis. Le journaliste Jean-Michel Apathy s'est vu sanctionné par sa radio pour avoir rappelé des faits historiques bien connus sur la violence de la colonisation française en Algérie. On ne compte plus les personnalités qui inscrivent avec force, gesticulation dans leur programme politique comme une soi-disant urgence la restriction des visas délivrés aux Algériens. L'Algérie semble devenue un bouc émissaire des mots français. Mots M-A-U-X, bien sûr. Je lis un petit complément. L'association Josette et Maurice Audin a aussi pris la parole pour demander la libération immédiate de l'écrivain Boualem Sansal, prisonnier d'opinion en Algérie. Mes chers amis, je vous laisse interpréter les choses comme vous le souhaiterez. On peut se dire que nous avons échoué à réchauffer les relations franco-algériennes, l'un des buts majeurs de notre association. On peut aussi, à l'inverse, se féliciter d'avoir pu mener à bien nos objectifs scientifiques dans un climat aussi lourd. Au moins, cette beauté mathématique qui animait Josette et Maurice Audin, comme d'autres parmi nous, nous avons réussi à lui rendre un hommage commun de part et d'autre de la Méditerranée et nous en émerveiller ensemble. Et pour le reste, le chemin semble encore plus long qu'il ne l'était l'an dernier. À nous de continuer sans relâche et de transmettre le flambeau, le moment venu, aussi longtemps qu'il le faudra. Il y a 2 ans, j'avais dit en l'honneur de Maurice Audin un poème d'Éluard. Cette année, je vous propose un autre poète pour qui Audin avait beaucoup d'admiration, selon l'émouvante biographie écrite par sa fille Michel, Une vie brève.
Il s'agit du poète et dissident turc Nazım Hikmet. Le poème de Hikmet s'adresse à la femme d'un résistant communiste assassiné, ce qui fait écho au triste sort du couple Odin. Le poème d'Éluard parlait de la mort d'un homme et s'ouvrait sur une espérance. Symétriquement, le poème de Hikmet parle de la vie et se clôt sur un désenchantement. Les figures courageuses de Josette et Maurice et de leurs enfants sont toujours bien présentes à notre esprit pour nous permettre de surmonter ce désenchantement. Voici le poème. Pense, Taranta Babou, le cœur, la tête et le bras de l'homme, fouillant les entrailles de la terre, ont créé de tels dieux d'acier aux yeux de feu qu'ils peuvent écraser la terre d'un coup de poing. L'arbre qui donne des grenades une fois par an peut en donner 1000 fois plus. Si grand, si beau est notre monde, et si vaste le bord des mers, que nous pouvons tous, chaque nuit, nous allongeant côte à côte, sur les sables d'or, chanter les eaux étoilées. Que c'est beau de vivre, Taranta Babou, que c'est beau de vivre, comprenant le monde comme un livre, le sentant comme un chant d'amour, s'étonnant comme un enfant. Vivre, vivre un à un et tous ensemble, comme on tisse une étoffe de soie. Vivre comme on chante en chœur un hymne à la joie. Vivre, et pourtant quelle drôle d'affaire, Taranta Babou, quelle drôle d'histoire, que cette chose aussi incroyablement belle, que cette chose aussi incroyablement joyeuse soit tellement dure aujourd'hui, tellement étroite, tellement sanglante, tellement dégoûtante. Merci. Je vais être très bref. Quand j'ai trouvé le message de René hier soir me demandant de parler, je me suis un instant demandé ce que j'allais pouvoir vous dire de nouveau après ces 68 ans de combat, et dont 61 avec Josette. Et brutalement, ça s'est imposé parce que le colonialisme, il fait tellement de ravages aujourd'hui que brutalement, ce que j'allais vous dire s'est imposé. Je vais d'abord faire une petite lecture que vous connaissez tous, il est sur le site de la JMA. Ce système s'était installé sans qu'aucune modification n'ait été apportée au code pénal, sans que les principes de 1789 aient cessé d'être proclamés comme les bases de l'État, et sans que les gouvernements aient cessé de dire officiellement que la torture était condamnable, même s'ils s'en prenaient plus volontiers à ceux qui la dénonçaient qu'à ceux qui la pratiquaient. Pierre Vidal-Naquet. Eh bien, quand je lis ça, je me dis qu'aujourd'hui, on n'a pas fait grand progrès et que même la situation a empiré, parce que le colonialisme aujourd'hui, il s'exerce dans une région du monde que nous connaissons tous maintenant mieux qu'il y a quelques années, je pense. C'est la bande de Gaza, c'est la Cisjordanie, et que cette promptitude de nos dirigeants à se contenter de grands principes, se gargariser de grands principes, mais réprimer plus ceux qui dénoncent ce qui se passe à Gaza depuis maintenant bientôt 2 ans, hein, que le gouvernement fasciste et suprémaciste qui règne en Israël aujourd'hui, eh bien forcément ça fait écho. Alors aujourd'hui une petite lueur d'espoir, parce qu'il semble que les peuples comprennent que leurs gouvernements ne feront rien, hein, et que le colonialisme il est tellement ancré qu'on est incapable d'agir contre ses conséquences, parce que c'est évidemment les conséquences du colonialisme ce qui se passe à Gaza. On peut discuter des mots. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un crime contre l'humanité immense. Moi, je pense qu'il s'agit d'un génocide. D'autres, peut-être, refusent ce mot pour des tas de raisons que l'on peut comprendre d'ailleurs, que l'on peut entendre. On sait bien à quelle résistance ça se heurte. Mais je crois que de plus en plus nombreux sont les juifs aussi qui s'élèvent en disant « pas en notre nom ». Pas en notre nom. Hein. Ces juifs, ils étaient par exemple très nombreux parmi les avocats communistes qui se battaient pour sauver les militants algériens du FLN ou d'autres qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Hein. Ils savent ce que c'est que la répression, ils savent ce que c'est que la torture. Ils savent. Bon, mon propos est un peu décousu, vous me pardonnerez, parce qu'il y a aussi de l'émotion et puis il n'était pas préparé. Mais je pense qu'aujourd'hui, la JMA, elle poursuit un combat qui est plus que jamais nécessaire, parce que quelles que soient les déclarations la déclaration du président de la République, très bien, hein, c'était indispensable, c'était nécessaire, mais aujourd'hui, que fait-il ce même président de la République pour faire cesser
bien sûr pas tout seul, mais même que fait-il sinon se gargariser de mots et qu'entreprend-il pour condamner cette politique de l'État israélien, et ce gouvernement israélien, parce que nous ne confondons pas les gouvernements et les peuples, et nous savons que c'est ce gouvernement israélien colonialiste, suprémaciste, fasciste, ce fascisme qui se répand parce que, je veux dire, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, les mots de Pierre Vidal-Naquet sont d'une actualité, mais effarante, voilà. Alors, j'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que je pense que le combat de la GMA, eh ben, il n'est pas prêt de cesser, malheureusement, et que c'est un combat aux côtés des peuples colonisés, quels qu'ils soient. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans le mouvement depuis 2 ans, qui se bat pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, c'est pas pour rien qu'on retrouve aussi beaucoup d'Algériens, parce qu'ils sont très nombreux. Merci. Oui, donc quelques mots pour le MRAP, mais aussi quelques mots à titre personnel, comme vous allez le voir. Cette année encore, nous sommes là un 11 juin pour commémorer l'enlèvement puis l'assassinat de Maurice Audin en 1957. Cette histoire me touche personnellement pour une raison simple, c'est que je suis fils de Pied-Rouge, et donc Pied-Rouge moi-même, et j'ai donc débarqué à Alger en fin juillet, début août 62, c'est-à-dire immédiatement après l'indépendance. Et le combat de Maurice était aussi le combat de mes parents, puisqu'ils sont allés en Algérie, pas comme coopérants, mais comme militants, en contact avec le FLN, les communistes algériens. Donc voilà, cette histoire, c'est une histoire aussi, une histoire personnelle. Ce souvenir aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes heureux, que le gouvernement ait enfin répondu à nos exigences de reconnaître la responsabilité de l'État français, de l'armée française, dans un assassinat politique. Et c'est bien que ça ait été reconnu. Il y a encore beaucoup d'autres choses que le gouvernement français devrait reconnaître, telles que par exemple le crime d'État commis le 17 octobre 1961 dans les rues de Paris. C'est bien, mais il y a un problème qui reste une épine, c'est que ceux qui ont tué, ceux qui ont torturé à Alger, sont aujourd'hui honorés en France. Je ne parle même pas des stèles à l'OAS qui sont à Nice, Toulon, etc. Non, je parle de la stèle à Bijar qui a été installée l'année dernière à Toul. Le général Bijar, qui a torturé au Vietnam, où il s'est fait un peu la main sur le Viet Minh, pour ensuite passer à la vitesse supérieure pour la bataille d'Alger, a aujourd'hui une stèle et c'est un vrai scandale. Le pouvoir a laissé faire, on l'a interpellé, il a laissé faire et c'est pas bien. C'est un problème pour la France de ne pas être capable de regarder son histoire dans les yeux. Tant que nous ne réglerons pas nos problèmes en France avec notre histoire coloniale, il y aura des problèmes, il y aura des assassinats comme celui qui s'est passé il y a quelques jours à Punier-sur-Argent, où un Tunisien a été poignardé parce qu'il était arabe. Ce racisme qui continue de se poursuivre contre les Arabes en France aujourd'hui est insupportable, comme le racisme sous toutes ses formes. C'est pour ça que le MRAP a initié une bataille depuis maintenant 2 ou 3 ans pour le musée. Nous pensons nécessaire qu'il y ait un instrument pédagogique, historique, scientifique pour montrer l'histoire coloniale de la France. Donc le MRAP s'est engagé dans une bataille. Ce n'est pas nous qui allons construire ce musée. Nous demandons que ce soit un musée national, un musée de l'État français sur l'histoire coloniale de la France. Tu en parles. L'affaire des relations franco-algériennes ces derniers mois est une vraie catastrophe. Et là encore, le fait de reconnaître des colonies par le gouvernement français ne peut que provoquer
les tensions avec le gouvernement algérien. Ce n'est pas une histoire de visa. Le problème de fond est un problème où la France considère toujours l'Algérie comme son précaré et considère que c'est elle qui fait la politique en Algérie. Ben non, c'est fini. Il y a un slogan, c'est fini le temps des colonies. Ben voilà, il faut le mettre en œuvre. Donc le combat de Maurice, il continue toujours contre le colonialisme, sous tout. Alors évidemment, à Gaza, où je suis d'accord avec toi, c'est pas le peuple israélien, c'est pas Israël. Je n'aime pas le slogan Israël assassin. Pour moi, c'est le pouvoir israélien qui est assassin aujourd'hui. Ils ont osé, une fois encore, commettre un acte de piraterie en eau internationale, intercepter un bateau où il y avait 12 personnes qui tentaient de briser le blocus de Gaza. C'était purement symbolique. Et la réponse du pouvoir israélien, la réponse de Netanyahou, elle est une brutalité terrible. C'est-à-dire qu'au symbole, elle répond par un symbole. Vous n'irez pas à Gaza. Aujourd'hui, il en reste 9, je crois, dans les prisons israéliennes. J'ai dit avant-hier sur le rassemblement de la place de la République, ce n'est pas la libération de ces 9-là que je demande. Ce que je demande, c'est qu'ils puissent remonter sur leur bateau et finir leur trajet. Et je demande au président Macron d'intervenir fermement pour permettre le redépart du Madeleine vers Gaza. Voilà. Pour le reste, évidemment, tout le monde sait le drame, l'horreur qu'il y a aujourd'hui. Tu disais le mot génocide est plein de sens et de signification. Pour le MRAP, nous n'avons pas de problème, nous parlons d'un génocide. Et si je peux me permettre, je rajouterai une deuxième phrase qui est pleine de sens et de sous-entendu. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Chers amis, quelques mots pour prolonger ce que d'autres ont dit avant moi et avec lesquels nous sommes tous d'accord, Nous sommes ici devant le cénotaphe érigé pour Maurice Audin en l'absence de tout corps inhumé comme il aurait été normal qu'il le soit. Il a été inauguré, ce cénotaphe, en juin 2019. Et cela faisait suite à la reconnaissance par Emmanuel Macron, par le président de la République de l'époque, de l'assassinat de Maurice Audin par les militaires français qui le détenaient, contrairement au mensonge qui a été répété par l'État français pendant un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Et c'est le seul monument en France qui honore un partisan combattant de l'indépendance algérienne. Le seul monument. Et donc c'est un lieu important devant lequel nous tenons à être rassemblés chaque 11 juin, puisque c'est la date de son arrestation, interpellation, enlèvement. Et nous allons même préparer un événement de plus grande ampleur avec la pose d'un buste de Maurice Audin, qui était notamment voulu par Pierre Audin, qui nous a quittés malheureusement, l'un des fils de Josette et Maurice, et qui nous a quittés il y a 2 ans, fort malheureusement. Mais nous continuons. Ce lieu est un lieu symbolique et il fait partie des occasions pour ces rassemblements de remémorer ce qui a été une perversion dans notre histoire républicaine. Parce qu'il n'y a pas tout acheté dans l'histoire de la République française. Je ne suis pas de ceux qui dénigrent celle-ci en disant que les valeurs des droits de l'homme, ça ne vaut rien, etc. Il y a des choses, des pages très importantes et appréciables dans notre histoire. Mais il y a aussi des pages sombres, des pages sinistres, et la colonisation en est une. Et il faut
la regarder en face, cette page coloniale de notre histoire. Il faut la regarder en face et il faut tirer les conclusions qui conviennent par rapport aux tentatives de résurgence de cette idéologie coloniale qui repose sur du racisme anti-arabe, du racisme islamophobe et qui déferle à nouveau dans certains secteurs de l'opinion publique et un peu dans différentes forces qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir ou qui menacent de le prendre de manière plus totale en France. Donc c'est un sujet important. Je terminerai en disant que parmi les événements qui sont essentiels à commémorer, François a parlé pour le MRAP du 17 octobre 61 qui nous réunit dans la volonté de commémoration, mais il y a aussi le 8 mai 45. Le 8 mai 45, ces massacres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que des Algériens demandaient les mêmes droits que des Français avaient demandé pour eux-mêmes contre l'occupation allemande auparavant, c'est-à-dire leur droit à choisir leur destin et éventuellement leur indépendance. Eh bien, ce 8 mai 45, j'ai fait partie avec l'équipe du site histoirecoloniale.net qui y était fortement investie et qui diffusera les images de cette rencontre aujourd'hui, de ce rassemblement, eh bien, à l'université de Béjaïa, à un colloque sur les crimes coloniaux. Ça fait partie du travail de vérité, du travail d'établissement des faits au détriment de tous les dénis qui sont aujourd'hui des obstacles à ce que la société avance dans un sens d'égalité, de démocratie et de fidélité à ses propres valeurs. Daniel Simonet nous parlera aussi d'une autre initiative lancée par des parlementaires et des élus à l'occasion de ce même 80e anniversaire du massacre de Sétif, Guelmar et Rata en Algérie en mai-juin 1945. Donc il faut continuer et nous allons continuer. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Bachir Ben Barka, le fils de Mehdi Ben Barka. Je suis très honoré, très heureux ici de rendre hommage à Maurice. Ce cénotaphe est un rappel aussi, comme l'a dit Gilles, un rappel de tous les disparus victimes des crimes coloniaux qui sont sans sépulture. Et je crois qu'il le représente fortement. Cette année, nous allons nous allons commémorer le 60e anniversaire de l'enlèvement et de la disparition de mon père, en octobre à Paris. Et depuis 60 ans, sa famille, ses amis, avec vous tous aussi, on se bat pour connaître la vérité sur son sort. Là aussi, il a été assassiné après son enlèvement, mais on n'a pas de lieu de sépulture pour le recueillir. Toutes les responsabilités ne sont pas établies. La raison d'État en France, au Maroc, aux États-Unis, en Israël, empêche la justice de faire son travail de recherche de la vérité et de justice. Avec Pierre, dans le cadre du collectif Secret Défense, un enjeu démocratique, où il y a aussi presque une vingtaine d'affaires qui sont présentes, on se bat pour que, on s'est battu, on se bat encore, on se continue à se battre, pour que l'État français cesse d'user et d'abuser du secret défense qui bloque les affaires en justice et qui empêche les familles, les proches de connaître la vérité et pour certains, pour nous en particulier, de faire leur deuil. Avec le MRAP, nous avons entamé une procédure auprès de la mairie de Paris pour qu'il y ait aussi un cénotaphe dédié à Mehdi Ben Barka. Bon, c'est en cours, ça n'a pas beaucoup avancé. Là aussi, c'est l'occasion d'en parler
pour aussi ceux qui le peuvent essayent de faire avancer ce projet. Et nous espérons qu'on y arrivera, et on va y arriver. En attendant qu'il y ait un vrai lieu de sépulture. Il y a des pistes. Au Maroc, on dit que sa tête serait enterrée au Maroc. Bon, mais en attendant, un cénotaphe serait aussi très symbolique, surtout ici à Paris. Et pour terminer, je voudrais qu'il y a bientôt 1 an, ma mère est décédée sans connaître la vérité sur le sort de son mari. Pour lui rendre hommage, donc l'Institut Mehdi Ben Barka que je préside organise samedi prochain à la mairie du 10e arrondissement une journée d'hommage avec des intervenantes marocaines et françaises qui vont parler des droits des femmes marocaines, des droits des femmes qui se battent, les femmes qui se battent pour connaître la vérité sur le sort des disparus dans le cadre de la disparition forcée, et aussi les droits des femmes palestiniennes. Donc tous ceux qui le peuvent sont les bienvenus à la mairie du 10e arrondissement samedi prochain à partir de 14 h. Et merci. Bonjour à toutes et à tous, c'est vous qui me faites l'honneur de pouvoir m'exprimer ici devant vous et devant ce cénotaphe. Je trouve que le simple fait que ce soit un cénotaphe, que le corps n'y est pas, que la date soit la date choisie de son arrestation parce qu'on ne connaît pas la date du décès de Maurice Audin, déjà en dit long. On s'est arrêté au Jardin du Souvenir pour avoir une pensée, nous recueillir devant les cendres en fait de Josette Audin. Et en tant que femme, j'ai d'abord une pensée à Josette Audin. Quelle a été l'histoire de cette femme, le vécu de cette femme, quand les militaires français arrivent chez elle, arrêtent son mari, qu'elle ne sait pas où il est, que commence un premier mensonge d'État. Un mensonge d'État où on lui dit « il s'est évadé ». Les témoignages vont par la suite montrer que cette version est totalement fausse. Ensuite, l'amour fou et le combat de cette femme pour que la vérité soit enfin reconnue, pour que le travail de mémoire, pas simplement sur son mari, Maurice Audin, mais pour les milliers qui, comme lui, parce qu'ils étaient des militants pour l'indépendance de l'Algérie, Maurice était un militant du Parti communiste algérien, Maurice était aussi un grand mathématicien. Toute cette bataille, elle l'a faite pour l'homme qu'elle aimait, mais elle l'a faite pour ses convictions, pour toutes celles et ceux qui ont subi ces crimes d'État de la colonisation. Donc c'est très émouvant de se retrouver ici et de prendre la parole après vous, fils de M. Ben Barka. Et ce travail de mémoire, il est essentiel. Se rendre compte que Josette a dû attendre 2014 pour que déjà François Hollande, dans un communiqué, dise « Monsieur Audin ne s'est pas évadé, il est mort pendant sa détention ». Et il a fallu attendre 2018, quelques mois avant le décès de Josette, vous me le rappeliez, pour que le président Emmanuel Macron reconnaisse la pleine responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, arrêté, torturé, assassiné. Mais le travail de mémoire, il n'est pas terminé, parce que l'accès à l'ensemble des archives, et l'accès à l'ensemble des archives, y compris concernant Maurice Audin, n'est pas garanti aujourd'hui. Et cet accès aux archives, pour qu'enfin on regarde l'histoire en face, est un combat mémoriel essentiel. D'abord, toute forme de colonisation est un crime contre l'humanité en soi. En Algérie, à l'époque, à Gaza, aujourd'hui. Et reconnaître les crimes d'État commis par la France, pour dire non, ça n'est pas ça pour nous la République, mais ce fut ça, et regardons en face, est essentiel pour ensemble partager cette communauté de destin. Tu le citais tout à l'heure, avec d'autres députés des différents groupes du Nouveau Front Populaire, j'avais pris l'initiative l'an dernier de mettre en place un groupe de travail sur la reconnaissance des crimes d'État du 8 mai 1945, où alors qu'on célébrait la victoire contre le nazisme et que des hommes et des femmes voulaient justement manifester pour l'égalité des droits,
et la reconnaissance de leur plein droit à la souveraineté de leur peuple, eh bien c'est dans une répression sanglante avec des dizaines de milliers de morts à Sétif, Guelma et Herrata que les choses se sont produites. Et aujourd'hui encore, 80 ans après, ces massacres ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des crimes d'État, de l'État français. Et l'accès aux archives n'est pas encore plein et entier, alors que les travaux des historiens pour révéler les faits, eux le sont. Donc ce n'est pas par méconnaissance, même si on souhaite avoir les archives pour aller plus loin, mais par refus politique. Et donc il faut briser ce refus politique, il faut gagner, cette bataille politique. Elle fait partie d'un engagement républicain essentiel qui doit être partagé par toutes celles et ceux qui sont attachés à la promesse liberté, égalité et fraternité. Et c'est aussi un combat antiraciste essentiel. Alors, c'est d'autant plus nécessaire et on a pu faire un colloque et je remercie Gilles Manseron et tous les historiens qui ont pu aussi nous nourrir. Et je peux vous dire que lorsqu'on a fait ce colloque, beaucoup dans la salle ne connaissaient pas les événements du 8 mai 1945. Beaucoup ne connaissent pas forcément Maurice Audin. Tout ce travail de mémoire et de partage est essentiel. Et on a pu nous rendre le 8 mai 1945 à Sétif et à Herrata. Et c'était aussi important dans le contexte d'escalade des tensions qui ne suivent du point de vue de la France pas d'autres agendas que l'agenda qui vise à courir derrière l'extrême droite. Eh bien, de montrer que la fraternité entre nos deux peuples, français et algériens, on est tellement d'histoires, d'amitié et d'amour mêlées, en plus de l'histoire et de la culture, que c'est un non-sens absolu et qu'au contraire, il faut continuer cette fraternité entre les peuples et elle passe par regarder l'histoire en face pour ne jamais oublier ce qui s'est passé hier, pour être d'autant plus droit dans nos convictions et dans le respect du droit international et ne pas accepter ce qui se passe en ce moment, notamment à Gaza. J'ai déjà été bien trop longue. Merci à l'association Josette et Maurice Audin. Merci aux historiens et à toutes les associations comme le MRAP d'être ici présents et de m'y avoir invité. Et je serais ravie de pouvoir accueillir à l'Assemblée nationale un colloque Ben Barka et d'appuyer cette demande pour un cénotaphe. Et ce combat, bravo de le mener et continuons-le car il est loin d'être fini et vu l'ambiance sombre où le pire est possible d'un point de vue de la bascule en France dans le contexte d'offensive de l'extrême droite, eh bien regardez cette histoire en face fait partie du combat contre l'extrême droite. Merci à vous tous. Merci beaucoup, merci à tous pour ces interventions toutes émouvantes et pertinentes. Je voudrais ajouter quelques mots si vous permettez, je vous rassure ça va être très bref, c'est simplement pour évoquer Pierre Audin auquel nous pensons aujourd'hui bien sûr comme tous les jours et nous lui rendons hommage également et il se trouve que l'actualité nous renvoie aujourd'hui à un combat qui a été celui de Pierre pendant de très longues années et nous revenons ainsi au début du discours de Cédric Villani tout à l'heure sur le côté scientifique de l'activité de l'association Josette et Maurice Audin, puisque il s'agit de l'affaire du Palais de la Découverte. Le Palais de la Découverte aujourd'hui est en très grand danger et j'ai l'impression qu'on ne se rend pas suffisamment compte de la gravité de la situation.